Dernier numéro du Grand Rendez-vous pour cette semaine, mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 2 août. Merci à vous de rester avec nous. Quel est le contenu de ce numéro du Grand Rendez-vous? On le découvre tout juste après ceci. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, si vous venez de nous rejoindre, vous n'avez encore rien raté. Nous avons 4 rubriques au menu du Grand Rendez-vous de ce vendredi. Hier, 1er août 2019, le Bénin a célébré ses 59 ans d'indépendance et un peu partout sur le territoire national, les festivités ont eu lieu, laissant derrière elles, par endroits, des déchets sur nature et bien-être. Ce soir, on se demande comment maintenir la ville propre après les fêtes. Ceci, vous le saurez dans un instant. De nombreuses années de lutte déjà pour le droit des femmes au Bénin avec un arsenal juridique qui prend en compte les droits des femmes depuis 2012. Et pourtant, des femmes béninoises trouvent des raisons d'être battues par les hommes. C'est du moins ce qu'a relevé l'enquête démographique et de santé EDS 2017-2018. On en parle avec l'experte du jour qui est une défenseuse du droit des femmes. Horizon Culture ce soir reçoit un écrivain béninois, Habib Darkbogan. Il vous est certainement arrivé de lire ses œuvres, des œuvres qui peuvent s'adapter au théâtre ou au cinéma. On en parle avec Jennifer Sachivi et son invité dans un instant. Beauté au pluriel ce soir s'intéresse aux vergetures, ces fissures rougeâtres et dentelées apparaissant sur la peau suite à une prise de poids rapide ou une modification du poids. Peut-on s'en débarrasser? La réponse, vous l'aurez tout à l'heure avec Fulgencia Routondi et son invité. Le Grand Rendez-vous, c'est aussi le journal, le 19h45. Ce soir, le pilote, c'est Ulvaeus Balogou. Ulvaeus, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Comment vous allez? Très bien, toujours la pleine forme. Nous vous laissons pour la présentation du menu. Eh bien, Agnat Bello, savez-vous que le karité est le 3e produit d'exportation du Bénin? Et pourtant, c'est un secteur qui peine encore à décoller en dépit des divers plans stratégiques de développement. Pourquoi cette léthargie et comment y remédier? On en parle dans cette édition. La criminalité faunique continue de sévir au Bénin malgré les garde-fous pour sécuriser les espèces protégées. À savoir tout à l'heure ce que dit la loi sur la criminalité faunique au Bénin. Et enfin, une marche sportive est en préparation afin de valoriser le circuit touristique de la route des pêches. L'événement est prévu pour les 24 et 25 août prochains. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité dans 45 minutes.
Voilà, Yves Balogun, le rendez-vous est donc pris. On se retrouve dans 45 minutes exactement. En attendant, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit. Le premier plateau peut démarrer. Il s'agit de la rubrique Expert. Le plateau Expert ce soir s'intéresse aux violences conjugales au Bénin. Eh bien, il y a une étude qui a prouvé que des femmes béninoises sont pour la violence faite aux femmes, un état de choses qu'on ne comprend pas toujours. Et pour l'expliquer, nous recevons sur ce plateau Françoise Sossou Agbarolou. Elle est juriste et activiste, coordonnatrice de Soldats Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oui, merci. Donc avec vous, on parle des violences conjugales. Dites-nous déjà, quand vous avez eu les résultats à l'issue de cette étude démographique, est-ce que vous avez été choqué? Je voudrais d'abord dire que je suis la coordonnatrice du réseau WILDAF Bénin. Oui, WILDAF Bénin. Et quand nous avons eu ces résultats, nous n'avons pas été choqués. C'est quand même un constat malheureux que cette étude a fait parce que si on a des femmes et des hommes qui disent aujourd'hui que les hommes ont des raisons de battre les femmes, moi je pense que ce n'est pas juste. Parce que lorsqu'on est ensemble et qu'on a décidé de vivre ensemble ou qu'on est en concubinage ou marié, on a des éducations différentes et on doit apprendre à s'accepter, à se pardonner et s'il y a des problèmes, à s'asseoir pour discuter. On n'a pas besoin de se frapper pour pouvoir régler les problèmes conjugaux que l'on rencontre. Donc moi, je pense que ces constats, ces propos, ces chiffres, on a besoin de travailler encore sur ces personnes-là pour leur faire comprendre que le châtiment n'est pas la solution. D'accord, mais déjà de nombreuses années que le réseau WILDAF et plein d'autres réseaux ici au Bénin défendent le droit des femmes et essaient de faire la promotion de ces droits-là auprès de ces femmes. Si malgré tout ce travail que vous abattez sur le terrain, il y a encore 32% de femmes au Bénin qui pensent que leur homme pourrait avoir des raisons de les battre, est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment d'échec? Je ne dirais pas que nous avons échoué, non, pas du tout. Il y a des avancées. Nous travaillons, il y a des avancées dans le domaine, mais vous savez, l'éducation qu'on a reçue à la base avec les traditions, nos traditions qui veulent que la femme se soumette à son mari, respecte sa belle famille et tout, les gens dénaturent cette tradition-là et abusent de la femme en disant qu'elle est quand même l'être faible, il faut donc abuser d'elle comme on veut. Donc c'est cette éducation-là qui continue de perdurer dans notre pays, malgré les sensibilisations que nous faisons, malgré le cadre juridique qui existe dans le pays. D'accord, toutes mes excuses, si vous permettez, toutes mes excuses, pas que je vous coupe la parole et je ne veux surtout pas vous choquer, mais est-ce que ce n'est pas trop facile qu'à chaque fois qu'on parle des violences faites aux femmes, on se cache derrière les pesanteurs sociales? Justement, il ne faudrait pas qu'on continue de se cacher derrière les pesanteurs sociales parce que les temps ont évolué et il faut éduquer nos enfants, il faut éduquer la génération montante pour qu'elles comprennent que quand on se met ensemble, ce n'est pas pour continuer à faire perdurer des pratiques qui n'ont plus leur raison d'être aujourd'hui. Et lorsqu'il y a violence, on exerce des violences sur la femme, cela entraîne des conséquences sur sa santé et pire, il y a des textes de loi qui existent et ça peut être puni. Donc il faut, ce n'est même pas que ça peut être puni, c'est puni. Ces actes-là, c'est puni par la loi. Donc il nous appartient de continuer à éduquer la génération montante et que nous-mêmes, dans nos ménages, nous sachions, que nous montrions aux garçons et à la fille qu'ils sont égaux. D'accord, égaux en droit. En droit, d'accord. Voilà.
Déjà, moi, je me demande, hein, pendant longtemps, on a plus ou moins légitimé la violence émotionnelle, la violence financière, mais toujours on crie le haut là quand il s'agit de violence physique. Si même pour la violence physique, des femmes trouvent des raisons pour comprendre l'homme, pour le dédouaner. Vous, en tant que femme, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Moi, ça nous interpelle, mais nous, c'est pour ça justement que nous ne baissons pas la garde et nous continuons de parler aux jeunes, de leur dire ce qu'il faut faire par rapport c'est-à-dire au respect mutuel. Quand on est ensemble, il faut se respecter mutuellement. Et ce travail, je vois qu'aujourd'hui, il faut que dans nos écoles et dans nos milieux, même à la maison, que les parents essaient d'éduquer et de continuer d'éduquer, parce qu'on dit que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, nous n'allons pas dire que nous avons échoué. Il y a quand même des avancées. Vous avez dit 32%. Je crois qu'avec la poursuite du travail, d'ici là, on aura peut-être, dans les 5 ans à venir, on aura peut-être moins que ça. D'accord. Parce que tolérance zéro, comme on le dit. Oui, mais si vous permettez, souvent on dit c'est difficile de faire le bonheur de quelqu'un sans son consentement. Au nombre des raisons évoquées par ces femmes, nous allons revenir sur quelques raisons. Il y a par exemple le droit de refus du rapport conjugal. Il y a des femmes qui pensent et qui estiment que l'homme a le droit de frapper sa femme si celle-ci refuse le rapport conjugal ou si elle brûle le repas de monsieur. Autant de raisons. Je vois que ça vous amuse, mais ce n'est pas forcément drôle pour les victimes. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je m'inscris en faux par rapport à toutes ces raisons. Rapport sexuel, c'est un devoir conjugal. Et même si c'est un devoir conjugal, il faut le consentement. Il faut le consentement, même si nous sommes époux, mariés, et que nous voulons accomplir cet acte-là, il faut le consentement entre les deux époux. Et c'est ça même qui va nous donner le plaisir qu'il faut. Maintenant, si je ne suis pas en forme pour participer à cet acte, il faut bien que mon conjoint ou bien ma conjointe comprenne cela et porte ça avec moi, les raisons pour lesquelles je ne peux pas. Mais elle n'a pas besoin ou il n'a pas besoin de me battre pour obtenir cela. Mais malheureusement, c'est ce qui se passe. D'accord. Quand on brûle le repas aussi, bon, chacun doit connaître son rôle dans le ménage. Il peut arriver que je sois en train de faire autre chose parce que, comme vous le savez, la femme africaine, elle est partout, elle est multitâche. Et si je suis en train de faire quelque chose que mon repas brûle, ce n'est pas pour cette raison que mon époux va me battre. Je vais trouver une solution pour qu'on trouve à manger, mais on ne va pas me battre. Bon, je pense que tout ça là, c'est une question d'éducation. Une question d'éducation. D'accord, mais est-ce que vous avez paru optimiste pour vous, d'ici 5 ans, 10 ans, on pourrait peut-être passer à une tolérance zéro face aux violences. Est-ce que pour cela, il faut changer les stratégies de lutte? C'est ça que j'ai commencé à dire. Les stratégies de lutte, on en a utilisé plusieurs. Et maintenant, moi, je dis, commençons par éduquer à la base. Et que la petite fille et le petit garçon à la maison sachent que la fille peut, et le garçon peut faire accomplir les mêmes tâches domestiques que la fille. Et vice-versa. Que les parents eux-mêmes participent à ça, parce qu'il y a des parents très facilement dans nos maisons qui pensent que c'est la fille qui doit écraser le piment et non le garçon. Donc, il faut qu'on commence par là. Et qu'à l'école aussi, vous savez qu'aujourd'hui, à l'école, le châtiment corporel est interdit. Donc, à l'école aussi, que l'on contribue à cela, aussi bien à la maison qu'à l'école et dans la société. D'accord. Mais bon, hein, je vois que vous êtes du même avis que certaines organisations non gouvernementales qui pensent que les stratégies ont plus ou moins montré leurs limites en ce qui concerne la femme adulte.
Et qu'il faudrait cette fois-ci intensifier les luttes auprès des jeunes filles, des filles à venir qui vont devenir des femmes. Est-ce que pour vous, c'est déjà un bon bout pour tenir face à ces violences faites aux femmes? Bon, c'est déjà un aspect, une des stratégies, mais pour les grandes personnes qui continuent d'exercer cette violence sur les femmes, il y a les textes de loi qui sont là et il faut que les femmes arrivent à parler quelle sorte de leur mutisme, parce que vous savez, les violences prennent différentes formes. Oui. C'est peut-être le moment de rappeler quelles sont les différentes formes de violence, celles qu'on observe le plus souvent justement ici au Bénin. Bon, il y a les violences physiques, les violences morales, les violences économiques, etc. Mais les violences émotionnelles tuent beaucoup plus la femme. Avec la dépression. Avec la dépression et tout ce que... Et la violence physique même peut entraîner la mort. Et toutes les violences peuvent entraîner, nous amener au pire. Donc c'est pour cette raison qu'il est important de travailler sur ces questions et sensibiliser les personnes concernées pour que cela ne continue pas, mais qu'elles sachent que lorsqu'il y a violation, il y a des textes de loi qui sont là pour punir et nous allons demander aux victimes de ces violences de sortir de leur mutisme pour se plaindre. Parce que si vous ne vous plaignez pas, vous restez, vous vous résignez, un jour on viendra prendre chercher votre corps. Oui, il y a même des slogans pour cette lutte-là contre les violences faites aux femmes qui dit qu'au premier coup de bâton ou de chicotte, dénoncer. Est-ce qu'après la dénonciation, ces femmes sont prêtes à poursuivre pour que justement cette loi puisse être appliquée? Justement, c'est une très belle question. C'est dénoncer, c'est une autre chose. Mais prête à poursuivre, c'est aussi ça ce que nous rencontrons. Les femmes qui viennent poursuivre et que quand le juge veut aller jusqu'au bout de l'application de la loi, c'est encore la femme qui vient dire non, je ne veux pas qu'on le punisse, qu'on l'emprisonne, je veux seulement qu'on le sermonne. On le sermonne un peu, je ne veux pas. Et c'est comme ça que les poursuites souvent ne vont pas jusqu'au bout. Oui, mais est-ce qu'après l'homme qui a été plus ou moins, comment dirais-je, dont on a abandonné les charges, est-ce qu'il est récidiviste? Est-ce qu'il y a des cas où vous voyez cet homme-là récidiver? Oui, il y a des cas parce que la violence c'est un cycle. Et quand on rentre dans ce cycle-là, c'est que on exerce la violence, on demande pardon et après ça recommence de plus belle et c'est ça qui nous entraîne dans des situations dramatiques. Donc la violence est un cycle et ces personnes-là, ces hommes-là, parfois sont des récidivistes. D'accord. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour... Et là, la loi punit fort. La loi, il y a des dispositions... Ah, donc quand l'homme récidive, la loi est plus forte? Il y a des dispositions qui prévoient que si l'homme récidive, il est puni beaucoup plus... La peine est plus élevée. Elle est plus lourde. D'accord. On est à quelques secondes de la fin de ce plateau, mais j'aimerais savoir si pour vous, on peut conclure en disant que la violence conjugale au Bénin est un tueur silencieux. Oui, c'est vrai. C'est un tueur silencieux. Si on se refuse d'en parler, on peut en mourir facilement. Merci à vous, voilà. François Sossou Agbarolo. Nous rappelons que vous représentez sur ce plateau le réseau WILDAF Bénin. Merci de nous avoir honorés de votre présence. C'est terminé pour la rubrique Expert. Nous passons à présent à la rubrique Nature et Bien-être. Nature et bien-être ce soir parle d'insalubrité après les fêtes, surtout au niveau des places publiques. Nous allons d'abord suivre ce reportage de Karamat Agbataou, je vais y arriver, avant de recevoir Machel Betorou et son invité. C'est tout juste après ceci. En milieu urbain ou en campagne, disposer d'un cadre pour la distraction et le repos est indispensable pour l'homme. Afin de satisfaire ce besoin, l'État, dans sa politique d'assainissement de cadre de vie, a doté nombre de communes des places publiques.
Pour que ces jardins de loisirs maintiennent leur attractivité, il est important, voire nécessaire, de les entretenir et de les garder toujours propres. Nous sommes des enfants de la Révolution. Pendant la Révolution, on sortait, on balayait les cours, la campagne de salubrité et autres. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Maintenant, il faut commencer par sensibiliser les populations à la base. Malgré les efforts que fournissent les pouvoirs étatiques, les places publiques végètent par endroits dans un état insalubre. C'est le cas de Cotonou, la métropole. Un fait que certains concitoyens déplorent. Ce que j'ai déploré par rapport à l'entretien de nous qui venons par moment nous asseoir ici pour prendre de l'air, si vous arrivez avec quelque chose que vous mangez, vous êtes obligé de ramasser tout ce que vous avez dans un sachet et d'aller peut-être à 500 mètres parce que les poubelles sont de part et d'autre. C'est très loin. Dans une poubelle, aller très loin est fastidieux pour lui. C'est ça qui fait que vous voyez dans les gazons derrière, on jette les pots de bananes, les sachets et autres. S'il y avait des poubelles entre deux bancs, je crois que ce serait beaucoup plus facile d'entretenir. L'entretien des places publiques est un devoir pour tous. Les populations doivent constamment apporter leur contribution afin de garder leur environnement sain pour une vie saine, mais aussi pour soulager l'État et l'encourager à nous en offrir davantage. Soulager l'État en ce qui concerne la salubrité publique, beaucoup de jeunes en ont désormais fait leur cheval de bataille et nous en recevons justement sur ce plateau avec Machel Gbetoro. Machel Gbetoro, bonsoir. Agnès Bello, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de nous recevoir. Je vous fais l'honneur de nous présenter notre invité. Amis téléspectateurs, bonsoir et merci également à vous d'être avec nous sur cette rubrique de nature et bien-être. Bonsoir Monsieur Djamiro Onko. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et la fête de l'indépendance, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, Alors, merci. Vous êtes activiste pour l'environnement, vous œuvrez pour la protection de l'environnement et une des actions pour protéger l'environnement, c'est bien sûr la salubrité, rendre nos villes propres, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Ok, d'accord. Et hier, c'était la fête du 1er août. C'est vrai qu'il y a eu un peu de manifestations, pas un peu, il y a eu des manifestations un peu partout. Les gens ont fêté, les gens ont mangé, ils ont jeté dans la nature des emballages, des sachets, des trucs, tout compte fait, des choses qui ne font pas du bien ou bien qui ne contribuent pas justement à préserver l'environnement. Vous, en tant qu'activiste, quelles sont les actions tout de suite que vous allez mener après cette fête du 1er août? Merci pour la question. Nous avons plusieurs actions, mais particulièrement pour ce week-end, nous avons décidé de faire la salubrité au niveau des quartiers, au niveau surtout du quartier Tobouin. Nous avons décidé de rendre salubre cette zone. Avant de faire la salubrité, nous avons décidé de nous mettre ensemble avec d'autres associations ou amicales de jeunes qui sont prêts à mettre la main à la pâte pour la protection de l'environnement, pour rendre un peu salubre notre pays ou notre quartier, nos quartiers, au lendemain des indépendances du 1er août, où, comme vous l'avez si bien dit, il y a assez de déchets dans la ville. Il faudrait quand même que nous, en tant que partie du problème, qu'on puisse quand même nettoyer également pour donner l'exemple dans le pays. Oui. Mais déjà, pourquoi avoir choisi rendre une ville propre ou bien rendre un pays propre? Qu'est-ce qui vous a motivé à aller à choisir de protéger l'environnement de cette manière? Merci pour la question. En fait, nous avons deux raisons principales. La première, sinon je dirais trois. La première, c'est que il y a un article de la Constitution béninoise qui dit clairement que le citoyen a droit à un environnement sain et que l'État œuvre et met tout en œuvre pour que le citoyen puisse bénéficier de cet environnement sain et assaini. Mais l'autre raison qui est le fait que l'OMS dit clairement que la santé de la population passe par la salubrité de l'environnement. Mais le troisième point est que nous ne pouvons pas croiser les bras puisque les effets de l'insalubrité se voient clairement sur la population à travers des maladies diarrhéiques, les accidents, les AVC qui sont causés par le fait que l'environnement est insalubre
Et l'OMS qui dit clairement également que chaque année, nous avons 12 millions de décès causés du fait que les gens vivent ou travaillent dans un environnement insalubre. Donc nous, voilà les points qui nous motivent à contribuer à une réduction de l'impact négatif ou des effets négatifs de l'insalubrité sur la population. D'accord, mais quand on parle d'insalubrité après les fêtes, en amont déjà, je pense qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises pour que après ces places publiques ne paraissent pas si sales. Est-ce que pour vous, il n'est pas temps que le citoyen qui participe à ces manifestations publiques n'oublie pas que le lendemain encore il aura droit à un environnement sain? Bien sûr, c'est pour cela que nous avons une démarche un peu méthodologique qui veut que lorsqu'on va dans un quartier pour travailler, on contacte le chef de quartier, excusez-moi, bien sûr, le chef de quartier qui mobilise également sa population, des jeunes, des femmes qui viennent travailler avec nous. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'on va quitter, la pérennisation de ces actions restera dans la main de ces populations qui nous ont aidés à faire le travail. Nous les assistons pour donner l'exemple et ensuite à elles de continuer cet acte que nous avons posé. D'accord. Mais le premier pas, déjà, c'est de ne pas jeter ces ordures-là. Est-ce que vous sensibilisez à cet effet? Dans le reportage qu'on a suivi, celui de Karamata Bataou, elle a déploré le manque de sacs poubelles dans certains endroits. Qu'est-ce que vous faites justement pour tout ça? Le tout ne suffit pas de venir nettoyer après. Si déjà en amont, on peut ne pas avoir des déchets, qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, c'est très important ce que vous soulevez comme point. Il faudrait la sensibilisation, d'accord. Nous avons, je vous raconte une anecdote concernant notre association. Nous avons réhabilité, sinon nettoyé la place qu'on appelle 16 ampoules à Cotonou. Lorsque nous avons mis au propre cette place, nous avons mis des panneaux. Ne déposez pas, par exemple, les déchets n'ont pas de pied pour partir, vous les retrouvez là où vous les avez déposés. Nous avons mis ces panneaux, mais ces panneaux n'étant pas des êtres humains pour parler, les gens ont déchiré. Et nous, la sensibilisation que nous faisons, nous allons directement vers la population pour les sensibiliser. Au-delà des images que nous diffusons et qui permettent à d'autres activistes d'être inspirés par nos actions pour faire un effet boule de neige, nous sensibilisons en allant directement au contact de la population. C'est d'ailleurs l'une de nos activités que nous appelons Green Talk et nous allons vers la population pour les sensibiliser. Mais ça, je pense que la sensibilisation seule ne suffit pas. C'est sûr. Il faudrait la sanction. Et c'est d'ailleurs ce qu'a commencé le procureur de la République, une action que nous saluons. Il faudrait des sanctions. Lorsque vous voyez au niveau de nos places publiques aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Les gens jettent des déchets. Les poubelles qui sont au niveau des places publiques ne sont malheureusement pas faites pour accueillir des déchets ménagers. Est-ce que c'est suffisant déjà, ces poubelles? Vous pensez qu'il y en a assez pour toutes les places publiques dans Cotonou, par exemple? Je ne dirais pas qu'il y en a assez dans toutes les places publiques, mais il y en a quand même. C'est déjà un début. C'est déjà un début. Il y a des poubelles à des endroits précis. Donc les gens déversent des déchets ménagers dans des poubelles qui sont destinées juste pour recevoir quelques mouchoirs et quelques canettes. Bon, je veux poser une question un peu bizarre. Est-ce que vous faites tout cela sans aucun soutien? Est-ce que vous le faites de bonne volonté? Vous sortez, vous allez rendre les villes du Bénin propres et tout ça. Est-ce qu'il y a un accompagnement derrière tout ça? Je peux vous dire qu'il n'y a pas un accompagnement financier derrière. Il n'y a que des soutiens de la part de certaines autorités. On n'a pas un accompagnement. Et ça ne nous décourage pas autant parce que nous savons qu'il y a un certain bien-être ou un sentiment du devoir accompli lorsqu'on fait nos actions citoyennes, on va sur le terrain. On a des difficultés, certes, à avoir du matériel. On a des difficultés à mobiliser de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles qui ne voient pas l'intérêt de venir chaque samedi ou chaque 2 samedis balayer un lieu public. Mais tous ceux qui sont engagés et le savent et partagent avec nous cette valeur de rendre l'environnement sain viennent de leur gré et grossissent nos rangs. Nous sommes aujourd'hui fiers, même si nos actions ne sont pas, à court terme on ne voit pas le résultat, nous voyons que nous, notre association,
a créé les mules parmi beaucoup d'activistes aujourd'hui. Alors, revenons un peu à notre question, bien à notre sujet du jour. Vous avez prévu des activités pour rendre la ville propre après le 1er août. Vous avez parlé de Togben. Est-ce seulement Togben qui va accueillir cette initiative ou bien est-ce qu'il y a aussi d'autres? Parce que la fête n'a pas eu lieu qu'à Togben. Maintenant, les autres places publiques qui sont sales, comment on va faire pour rendre ça propre? Les autres places publiques qui sont sales, dans la salubrité, il y a 3 acteurs. Hein. Il y a l'État, il y a la population, il y a également la presse comme vous. Chacun doit jouer sa partition. Nous allons faire notre part à Togben. Je sais qu'il y a d'autres associations et ONG qui veulent faire d'autres choses à Cotonou. D'autres le feront ailleurs dans le pays. D'accord. Moi, j'ai déjà une réponse pour Machel. Donc, on s'occupe du quartier à Kwakwa? C'est ce que je voulais te proposer. Hein. Reste à Kwakwa, je reste à Godomin. On se donne rendez-vous? Non, je fais à Kwakwa, tu fais Godomin. Voilà, d'accord. On va se retrouver à Togben pour ça faire va le être point. fantastique. D'accord. C'est Alors, sûr. ça va commencer quand exactement votre action? Ça là? commence déjà demain à 8h. Il y aura les 3 associations avec le soutien, bien sûr, du ministère, le soutien ou la participation du ministère et des autorités locales, le représentant de la mairie de Calavi et également le chef de quartier. Et pour celui qui veut participer à cette action de salubrité, est-ce qu'il faut venir de chez soi avec un balai, un coucou? Comment ça se passe? Vous vous levez, vous quittez votre maison, vous joignez au groupe, c'est ça ou bien? Vous vous levez, vous quittez votre maison avec la volonté forte de travailler. Ça suffit largement. On va fournir le matériel qu'il faut, les balais, la roue et autres. N'oublions pas les gants. Les gants également. Il faut se protéger. Les gants, bien sûr. Déjà, moi, j'ai une question. Je suppose que ce sera peut-être ma dernière avant que Machel ne prenne le relais. Moi, j'aimerais comprendre, après les fêtes sur les places publiques, qui est responsable de la salubrité? Qui devrait s'en charger, selon vous? Selon nous, je dirais que c'est 2 acteurs, hein, aussi bien l'État que la population. Parce que c'est la population qui salit. D'accord. Le manque d'éducation a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont le réflexe de jeter juste les ordures dans la rue. Parce que longtemps, il y a eu ce laisser-aller dans le pays où tu peux jeter les ordures n'importe où en disant que c'est la responsabilité incombe à l'État de nettoyer les villes. Si à notre niveau déjà on peut commencer par faire notre part, ça va faciliter la tâche à l'État. Je vais ajouter quelque chose. Si vous dites que c'est la responsabilité de l'État, et vous savez, pour pouvoir exposer ou bien mettre des bâches ou bien occuper une place publique pour faire une manifestation, on prend toujours l'avis des autorités. Pourquoi ne pas commencer par insérer déjà à la base cette obligation de rendre propre cette place après utilisation, parce que vous trouvez une place propre pour l'utiliser, à la fin vous devez quand même rendre cette même place propre, au lieu de venir organiser des séances de salubrité pour rendre propre. Mais c'est-à-dire, vous venez prendre la place et vous signez l'engagement de retourner la place propre. Je pense que ça doit être aussi... C'est déjà une solution. Oui, ça c'est une solution pertinente. Et je pense que ça doit être une obligation. Et je ne pense pas que comment je vais dire, lorsqu'on a le sens de la propriété, on n'a pas besoin de passer d'un acte écrit. Ça devrait être évident. Ça doit être un réflexe. S'il faut des sanctions pour accomprer, je pense qu'il va falloir qu'on passe aussi aux engagements, parce que la salubrité, c'est une question pour tout. Oui, je suis pour, et j'encourage même le procureur, surtout pour cette histoire de tu fais pipi dans la rue ou bien tu jettes quelque chose. On aura l'occasion. Ce qui fait que moi-même, la dernière fois, j'étais sur un zème, j'avais un papier mouchoir, mais j'ai dû garder ça jusqu'à destination. Demain, le procureur sera également dans la rue avec une association, pas avec nous, mais avec une association. Merci beaucoup à vous, Jamirou Onko. Je rappelle que vous êtes activiste pour l'environnement. Après cette fête du 1er août, vous organisez une campagne de salubrité pour rendre quand même la ville de Cotonou propre, surtout à Togben. C'est sûr qu'Agnès Bello, Marshall Betoro et toute l'équipe de BB24 Yasmine Damata, on n'oublie pas. Nous serons là, nous allons vous accompagner dans cette campagne-là. Merci beaucoup. Merci à vous également, Machel, pour le choix de ce sujet. Nous passons à présent à une autre rubrique. Il s'agit de beauté au pluriel. Beauté au pluriel, ce soir, s'intéresse aux vergetures. Et quelles sont leurs origines, comment s'en débarrasser, autant de questions dont vous aurez déjà un début de réponse dans cet élément témoin que nous propose Fulgencia Rotondi. Très fréquente chez les femmes,
Les vergetures apparaissent sur des zones bien précises du corps. Elles s'installent le plus souvent sur le ventre, la poitrine, les bras, les fesses et sur les cuisses. Plusieurs facteurs sont la cause de leur apparition sur la peau. Selon les spécialistes de la santé, la grossesse, la perte ou la prise du poids favorisent l'apparition des vergetures. Lorsqu'elles sont maltraitées, les vergetures s'éclatent et prennent de volume. Même si les femmes sont plus concernées, les hommes ne sont cependant pas épargnés. Les vergetures sont comme des cicatrices avec des traces visibles sur la peau. Même si elles ne présentent aucun risque pour la santé, les vergetures peuvent par contre être une source de gêne pour bon nombre de personnes. Plusieurs recettes sont recommandées pour éviter les vergetures, mais rares sont celles qui donnent satisfaction, soit pour prévenir ou traiter le mal. Lorsqu'elles apparaissent sur la peau, il est quasi impossible de s'en débarrasser. Néanmoins, elles peuvent être atténuées. L'une des préoccupations majeures de plusieurs personnes est de savoir s'il existe des remèdes naturels pour un meilleur traitement des vergetures sur la peau. La question reste à élucider. Voilà, vergetures, on s'en débarrasse ou on les atténue. On va y répondre tout de suite avec Fulgencia Otondier, son invité. Fulgencia, bonsoir. Bonsoir Agnata. Comment vous allez? Ça va bien. Vous n'avez pas de vergetures, mais vous vous intéressez aux vergetures. Ah oui, là. C'est vrai, Vous j'en pensez ai pas. à Mais toutes celles qui en souffrent. c'est vrai, c'est un Toutes celles et sujet. ceux, puisque dans le reportage, Ah oui, il y a des hommes. il y a des hommes qui ont des vergetures, mais cependant, les femmes sont beaucoup plus exposées. Et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Voilà pourquoi, dans Beauté au pluriel aujourd'hui, nous avons voulu parler de ça. Alors, bonsoir Madame Corinne Bossa. Bonsoir Madame. Vous êtes esthéticienne, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok. Alors, la première question qui intéresse bon nombre de personnes, peut-on se débarrasser aujourd'hui des vergetures? Merci Madame de m'avoir invitée. Les vergetures, en un premier temps, je dirais d'abord que les vergetures sont des cicatrices qui apparaissent sur le corps sans avoir été blessées. Alors, on peut se débarrasser de ces vergetures-là? Non. Est-ce possible? Non, c'est pas possible. Les vergetures sont irréversibles. Elles sont irréversibles. Une fois apparues sur le corps, c'est vraiment difficile de s'en débarrasser. D'accord. On vous écoute, allez-y. C'est impossible, d'autant plus que l'apparition est déjà hier. D'accord. Si on peut parler un peu de l'origine, qu'est-ce qui amène ces vergetures-là sur le corps des femmes ou des hommes? Comment cela apparaît? Est-ce que c'est à cause des produits que nous utilisons ou bien... Bon, dans l'élément témoin que nous avons, on a vu tout à l'heure, Perspective nous a dit que c'est dû à la perte de poids ou la prise de poids, par exemple. Selon vous, vous êtes esthéticienne, selon vous, quelle est la cause de l'apparition des vergetures? Effectivement, il y a des produits des laits corporels qui sont à la base, qui créent des vergetures, oui. Mais les vergetures sont des trucs naturels. Tout homme, c'est valable pour homme comme femme. C'est des trucs naturels, mais c'est souvent dû à la prise de poids rapide, la perte de poids rapide, les grossesses. C'est rare chez les hommes, mais chez les femmes, oui. D'accord, mais quels sont les endroits où les vergetures apparaissent le plus souvent chez la femme? Souvent au niveau du ventre, au niveau des bras. D'accord, mais et pour d'autres parlent d'apparition de vergetures au niveau des seins et tout ça, est-ce que vous confirmez? Il y a des femmes qui ont des vergetures? Oui, si, c'est bien possible. Il y a des femmes qui ont des vergetures sur les seins. D'accord. Et à chaque fois, c'est toujours la perte de poids ou la prise de poids. Quand vous parlez des produits, oui, j'aimerais bien avoir votre réponse déjà par rapport à ça. Oui, il y a les produits dépigmentants qui sont à la base. Oui. Alors, que faut-il faire lorsqu'on constate les produits qui signes contiennent les corticoïdes, par exemple. Oui, sont souvent alors, lorsqu'on utilise par exemple un produit, lorsqu'on voit déjà les signes d'apparition de vergetures, que faut-il faire? Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Tout simplement. Oui, il faut arrêter, Yamani. D'accord. Vous l'avez dit, hein, sur ce plateau, ce n'est pas possible de se débarrasser des vergetures, mais il paraît que c'est possible au moins de les atténuer un peu. Si, c'est possible de les atténuer par les produits faits maison. D'accord. Les produits faits maison, exemple, on peut les atténuer avec le jus de citron, couper le jus de citron, frotter à la partie concernée. On peut prendre le jus de pomme. Les pommes naturelles. Les pommes de terre ou les pommes de terre naturelles? Les pommes de terre naturelles. Oui, les pommes de terre naturelles coupées en forme circulaire et frottées à la partie concernée. Alors, il faut le faire comment, matin ou... Matin et soir. Matin et soir. Avant le coucher, le matin très tôt, lorsqu'on se réveille. Le matin très tôt, quand on se réveille, passer les pommes de terre naturelles sur les parties concernées. D'accord. Et frotter. Mais dites-moi, est-ce que vous recevez des femmes qui viennent vers vous en tant qu'esthéticienne juste parce qu'elles ont des problèmes de vergetures et qui veulent les faire partir? Si, j'en reçois. Et souvent, qu'est-ce que vous leur dites tout de suite? Vous les rassurez que ça peut partir ou vous les dites tout de suite? Ça ne peut pas partir, les vergetures ne peuvent pas partir. Et derrière leurs apparitions, non, mais je les aide à les atténuer. D'accord. Je les aide à les atténuer avec quelques produits, je les conseille par quelques produits faits maison. Elles peuvent l'utiliser, par exemple, le beurre de cacao, le beurre de karité. Ces deux produits, on peut laisser fondre au bain-marie avec un peu d'huile de coco. On fait un mélange? On fait un mélange avec de la vaseline. On fait ce mélange et passer à la partie. D'accord. Mais est-ce que c'est des soins que vous proposez déjà en institut? Est-ce qu'il y a des esthéticiennes qui proposent un peu ce genre de soins en institut? Oui, j'en propose. D'accord. Et ça fait partie des formations, c'est ça? Non. Quand on forme les esthéticiennes, on vous forme à tout ça? Non, pas du tout. Mais il faut dire que c'est une mauvaise nouvelle pour toutes celles qui voudraient quand même se débarrasser de ces signes-là. Voilà. Mais c'est un problème qui embarrasse beaucoup de personnes parce qu'on n'arrive pas à sortir, à se mettre en valeur, par exemple. Mettre dans des tenues simples pour aller à la plage, par exemple. Moi, je fais appel, non, si vous permettez, je fais appel à madame parce que je la vois, elle est très swag et tout. Est-ce qu'il y a des astuces pour les femmes qui ont des vergetures et qui ne veulent pas que tout le monde se rende compte de ces vergetures-là? Pour vous, quelle est votre astuce? Si vous aviez peut-être des vergetures, comment est-ce qu'on les camoufle pour pouvoir sortir et être comme tout le monde? Merci, madame. J'allais dire, on peut utiliser le jus de citron. Jus de citron, on peut couper le jus de citron, passer. Ça ne s'enlève. C'est pas que ça va s'enlever, mais ça va s'atténuer au moins un peu. D'accord. Oui, mais est-ce que déjà dans son habillement, on peut faire attention à ce qu'on porte pour éviter Oui, on peut faire attention à ce qu'on porte. On est obligé de mettre des manches, on ne peut pas mettre de manches courtes, être à l'aise. C'est pas joli en fait. Pas joli à voir. Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord pour ces femmes qui sont complexées par ça? D'autres vous diront que les vergetures font partie de la femme, qu'on n'a pas besoin d'être trop complexé par cela. Vous êtes d'accord pour? Oui, je suis d'accord. D'autant plus qu'on n'est pas à l'aise. Quand tu es à la plage et tu ne peux pas mettre de maillot de bain, par exemple, c'est pas joli. C'est pas joli. Alors, que faut-il faire pour éviter les vergetures? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre quand même? Oui, il y a des méthodes préventives. Par exemple, le sport. Le sport, il faut régulièrement faire le sport pour éviter. Pour éviter l'apparition des vergetures? Oui, comme méthode préventive. Alors, il va falloir faire attention, Agnès, parce que lorsqu'on perd aussi trop, on risque d'avoir des vergetures. Oui. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des astuces. Est-ce que vous en avez encore là à nous proposer, à nos chers téléspectateurs? On a oublié l'aloès, ou bien l'aloès, ça ne marche pas? D'autres nous parlent de l'aloès. Oui, l'aloès, ça marche. Le gel de l'aloès vera. Le gel de l'aloe vera, par exemple, c'est bien possible. Ça aide. On prend ce gel et passe à la partie. D'accord. Mais l'aloès lui-même, parce qu'il y en a qui l'ont en pot, est-ce qu'avec l'aloès lui-même, on peut déjà... Non, pas l'aloès, même le gel qui sort de l'aloès. C'est ce gel qui nous aide. D'accord. Merci pour toutes les astuces partagées avec nous, Corinne Bossa. Nous rappelons que vous êtes esthéticienne. Avec vous, on s'est intéressé aux vergetures, comment s'en débarrasser ou les atténuer. Fulgence Saroutondi, la réponse est qu'on ne peut pas s'en débarrasser. On ne peut pas s'en débarrasser, mais il faut quand même faire attention pour éviter l'apparition de ces signes-là parce que ça gêne beaucoup.
Et oui, l'heure du journal est sacrée. Ulvaeus Balogun nous attend déjà au sein de la rédaction de BB24. On le retrouve tout de suite pour le 19h45. 19h45, Madame, Monsieur, bonsoir, voici les titres. Le karité filière porteuse est le 3e produit d'exportation du Bénin et pourtant c'est un secteur qui peine encore à décoller en dépit des divers plans stratégiques de développement. Malgré les garde-fous pour sécuriser le patrimoine faunique, des trafiquants continuent d'attenter à la diversité des espèces protégées. Mais que dit la loi sur la criminalité faunique au Bénin? La réponse dans un instant. Et enfin, une marche sportive pour valoriser le circuit touristique de la route des pêches. L'événement est prévu pour les 24 et 25 août prochains. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais, c'est le 3e produit d'exportation du Bénin et plus de 200 000 femmes vivent directement des produits et activités en lien avec lui. On parle là du karité, une filière porteuse qui a été longtemps ignorée par les différents plans stratégiques de développement du secteur. Et pourtant, c'est un secteur dont l'exploitation serait de nature à conduire le Bénin vers le progrès et à le sortir de la pauvreté. Comment se porte aujourd'hui le secteur du karité et quels sont les efforts menés pour sa valorisation? Lazare Migan nous renseigne. Le karité apporte une contribution importante à la création de richesses au Bénin. Dans toutes les zones de production, la transformation de ce patrimoine a toujours été l'apanage des femmes, du ramassage des amandes jusqu'aux produits finis. Si nous devons parler du karité aujourd'hui, nous avons 2 volets. Volet transformation et volet exportation. Aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes se donnent à la production du karité, de la transformation de la noix de karité en beurre de karité. C'est un travail vraiment, vraiment difficile, pénible pour les femmes. Si ce n'est pas récemment que le ministère de l'Agriculture a réellement appuyé la filière, bon, je vois que c'était rare, c'était vraiment rare. Pour avoir une bonne production de karité, beaucoup d'actions doivent être menées pour lutter contre la destruction anarchique des packs de karité. C'est dans les packs à karité que nous retrouvons les rejets et que nous transplantons. Mais vraiment, nous avons un problème aujourd'hui. Beaucoup se donnent à la destruction de ces packs à karité pour en faire du charbon. Un peu comme l'anacade où on fixe un prix au kilo. L'année passée, c'était à 100 francs le kilo et nous prions pour que ça puisse être reconduit ou augmenté. Aujourd'hui, avec les réformes mises en place par le gouvernement dans le secteur agricole, la filière karité semble retrouver ses lettres de noblesse. De l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est pour la première fois que je sens réellement un appui pour cette filière avec le ministère de l'Agriculture qui, déjà l'année passée, a pu fixer le prix plancher au niveau du karité. Et nous prions pour que cette année également, ce prix de l'année passée soit reconduit pour vraiment aider les producteurs du karité. Je félicite une fois encore nos mamans qui se donnent à ce travail vraiment, vraiment, vraiment pénible. Donc je tiens à les remercier, à les encourager, demander à l'État de construire des forages, de les accompagner dans du financement pour que réellement cette filière puisse prendre au Bénin. Karité, filière porteuse de devises avec 4,5% de taux d'exportation par an, elle se place en 3e position après le coton et l'anacade. Du secteur du karité, parlons à présent de la criminalité faunique qui est une grande menace. Elle sévit en dépit des différentes mesures de sécurisation des aires protégées. La persistance du braconnage continue donc de menacer la diversité faunique et pourtant il existe une loi portant criminalité faunique qui milite en faveur de la protection des espèces en voie de disparition. Pourquoi une telle loi et quoi retenir de la lutte contre la criminalité faunique au Bénin? La réponse.
La loi numéro 2002-16 du 18 octobre 2004 est une loi qui régit tout ce qui concerne la faune en République du Bénin, ce que nous appelons ici les animaux sauvages protégés. Ces animaux qui sont reconnus par la loi comme étant des animaux qui ne peuvent pas faire objet de commercialisation, de détention ni de transport, sauf pour ce qui concerne certaines espèces d'avoir une autorisation de l'administration forestière. La protection de ces animaux sauvages est classée en différentes classes. Nous avons essentiellement 4 grandes classes. Nous avons d'abord les animaux, en annexe 1 de la loi, nous avons les animaux intégralement protégés. Ce sont des animaux dont l'extinction est très proche. Nous pouvons citer par exemple l'éléphant, nous pouvons citer les tortues, nous pouvons citer le guépard, nous pouvons citer par exemple la panthère. Après l'annexe 1, nous avons l'annexe 2. L'annexe 2 qui regroupe les animaux partiellement protégés qui sont des animaux de la catégorie B. Nous avons par exemple le lion, nous avons par exemple certains animaux comme le buffle et d'autres animaux encore. Ce sont des espèces qui sont menacées d'extinction et vu la menace qui plane sur leur extinction, le législateur a voulu véritablement protéger ces animaux afin qu'elles puissent contribuer à notre économie nationale, afin qu'elles puissent permettre de conserver ces animaux pour la génération future. La 4e édition du projet Route des pêches à la marche est lancée. C'est un projet du club sportif Marche Pro qui vise à mettre la marche sportive au cœur des préoccupations des populations et par la même occasion à valoriser le circuit touristique de la route des pêches. Cette marche aura lieu les 24 et 25 août prochains de Cotonou à Ouida en passant par la commune d'Abomey-Calavi. Et à ce propos, des mesures sécuritaires et sanitaires sont prises pour encadrer les participants. Suivons les détails. D'après le constat, la population a quand même des difficultés à se mettre au sport. Aujourd'hui, il n'est pas démontré que le sport est indispensable pour la santé, pour le bien-être. Donc on s'est dit, même si nous n'avons pas les moyens d'aller dans une salle de sport, on n'a pas les moyens d'acheter des équipements onéreux à la maison pour du sport, on peut tout au moins marcher. La marche, on le fait depuis 2 ans, on peut le faire simplement, sans grand investissement. Donc, pour amener la population à moins se sédentariser, nous avons pensé que simplement nous allons travailler sur cet aspect du sport qu'est la marche. Donc, c'est un peu de ça, de là qu'est née l'idée de faire la marche sur le tronçon route des pêches. La marche, elle est pour toute la population, elle est pour tout le monde de 7 à 117 ans. D'ailleurs, on a des étrangers qui seront là, les Togolais seront là, les Camerounais seront également là. Elle est une marche assez organisée qui parcourt 32 km. On arrive à le faire. C'est une détermination, c'est une volonté, c'est un challenge comme nous le disons souvent. Cet espace géographique, la route des pêches, est un espace géographique riche en patrimoine culturel, riche en biodiversité. Donc c'est un circuit touristique connu depuis des années. On a choisi ce circuit simplement pour valoriser davantage le tronçon, valoriser l'aspect touristique sur ce tronçon, faire découvrir ce tronçon à la population du Bénin, à tout le monde, quoi pour le dire ainsi. En nouvelle brève, à présent, la Guinée va bénéficier d'un financement de 47 milliards 520 millions de francs CFA de la part de la Banque mondiale via 2 accords de financement afin de mettre en place des projets destinés à appuyer le développement du pays. Le premier accord concerne le secteur de l'éducation et vise à renforcer les capacités des acteurs dans le domaine, notamment dans celui du préscolaire, afin de faciliter l'accès à l'éducation pour tous les enfants guinéens. Le second financement permettra quant à lui de renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises et de générer des revenus tout en créant des emplois.
Le sport au profit du social, c'est ce que la NBA a choisi de faire en allant à la rencontre des enfants du village SOS du Sénégal. Une journée d'interaction avec les plus jeunes, mais aussi une occasion pour la délégation d'être à l'écoute de leurs préoccupations. Fatoumata Savane de la RTS. Un accueil à la hauteur des visiteurs. Les enfants de SOS Village ont reçu la délégation de la NBA avec beaucoup d'enthousiasme. Communier avec les enfants, jouer avec eux, partager avec eux, échanger avec eux. Et comme vous l'avez vu, ça a été vraiment un moment très, très important dans la vie des enfants. Une visite guidée des nouveaux locaux des élèves et étudiants. La délégation a pu apprécier les efforts consentis pour améliorer l'éducation des jeunes. L'attraction de la journée a été la présence du nouveau joueur des Celtics de Boston, Elhadji Tako Serigne Diop Fall. Du haut de ses 2,31 m, a épaté les plus jeunes, mais aussi les encadreurs. Une opportunité pour le joueur de la NBA de saluer l'initiative de cette visite. C'est un rêve qui vient de se réaliser pour moi, venir apporter mon soutien aux enfants. Lorsque l'opportunité s'est présentée avec la NBA, j'ai saisi l'occasion et je pense qu'on peut servir d'exemple à ces enfants. Intégrer la NBA, c'est un travail de longue haleine. Une collaboration prometteuse entre SOS Village d'enfants et la NBA. Les deux structures partagent une commune ambition. Nous avons un projet de centre multifonctionnel sportif que nous voulons construire au niveau des villages d'enfants SOS. Un partenariat dans ce sens-là pourrait nous aider à développer des solutions. Des infrastructures, c'est ce dont nous avons besoin au Sénégal, pour que les jeunes puissent vivre leur passion et pratiquer le sport qui leur plaît. Le temps d'une journée, l'espace du village a été transformé en parquet avant d'immortaliser l'image de cette belle famille, les enfants et la délégation de la NBA. C'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention. Agnat Bello. Merci à vous, Yvaïs Balogun, pour cette présentation du 1945. Tout le week-end, les téléspectateurs seront justement avec vous pour les autres éditions du journal. En attendant, le grand rendez-vous se poursuit. Cela a été annoncé. Le plateau d'Horizon Culture devait revenir sur comment adapter les œuvres littéraires au théâtre ou au cinéma. Mais notre invité n'a pas pu nous rejoindre. Ce n'est donc que partie remise. Jennifer Sativi vous donne rendez-vous semaine prochaine, toujours avec la même thématique, mais certainement avec un autre invité ou le même, celui qui a été annoncé, Habib Dakbogan. Mesdames et messieurs, le grand rendez-vous est en train de s'acheminer vers sa fin. Nous passons à présent à notre instant citation. La citation ce soir dit ceci: la violence, c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal. La violence, c'est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal. C'est une citation de Richard Leclerc et qui va bien avec la thématique dont nous avons parlé sur la rubrique Espère. Mais avant de nous quitter, nous vous invitons à suivre ce petit coussin. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultramoderne, rythme au corps, rite au cœur. Vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique.
Voilà, terminus, tout le monde descend. Eh bien, c'était un plaisir d'avoir été à vos côtés tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. C'est le dernier de la semaine. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de la chaîne Bénin Business 24. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.